Durant le week-end, les grandes puissances et la délégation iranienne vont tout de même se retrouver le mercredi 20 novembre dans une dizaine de jours. Je vous propose d'écouter Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, qui a expliqué ce matin chez nos confrères de Europe 1 pourquoi la France n'était pas prête encore à signer un document et quels étaient encore les points de désaccord. On écoute le chef de la diplomatie française. Il y a différents types de réacteurs et ce réacteur d'Arak, qui n'est pas encore fini, est un réacteur dit à eau lourde. Et ce réacteur produit donc d'une manière très importante du plutonium. Il est donc extrêmement proliférant et s'il allait jusqu'au bout, s'il fonctionnait, ça permet à l'Iran de fabriquer une bombe nucléaire. Donc nous disons qu'il faut prendre des dispositions pour que ce réacteur d'Arak ne puisse pas être activé comme il était prévu et qu'il ne puisse pas conduire à la bombe atomique. Voilà un point. Et là-dessus, évidemment, nos collègues nous suivent et les Iraniens ont encore un effort à faire. Il y a une deuxième question très importante qui est celle de l'enrichissement d'uranium. Là aussi, soyons précis. L'uranium peut être enrichi à des pourcentages différents. Quand c'est à 3 ou à 5%, ça ne pose pas trop de difficultés. Quand c'est à 20%, comme c'est le cas de beaucoup du stock iranien, ça permet très vite d'aller à 90%, et à 90%, on peut faire une bombe atomique. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que les Iraniens vont faire de leur stock important à 20%. Nous discutons de cela, nous sommes d'accord avec nos propres partenaires pour dire qu'il faut que ce stock à 20% soit démantelé et revienne à 5%. Sinon, et il y a encore un effort à faire du côté de la partie iranienne. Allez, Ahmed Chahri, on va essayer de comprendre très rapidement, faire les plusieurs points. Le centre d'Arak, le réacteur d'Arak, c'est un réacteur qui est en construction, c'est ça, qui devrait normalement être mis en marche en 2014. Pourquoi pose-t-il problème? Alors, il pose problème parce que quand vous faites de l'enrichissement, en fait, et que vous voulez avoir l'arme militaire, vous avez soit la filière d'uranium, soit la filière du plutonium. Le réacteur à eau lourde d'Arak, c'est la filière plutonium. Aujourd'hui, on connaît la filière uranium de l'Iran, mais pas la filière plutonium. Donc, le réacteur à eau lourde d'Arak n'existe pas encore, il est en construction. On ne l'a pas encore visité pour une simple et bonne raison, c'est que c'est de l'eau lourde donc, qui permet cela, mais il n'y a pas de raison de visiter l'eau lourde. Et puis ensuite, les accords de l'Iran aujourd'hui sont des accords qui disent qu'on peut ouvrir la visite de ces centrales à 180 jours avant qu'on mette la matière nucléaire à l'intérieur. On n'est pas du tout dans ce délai-là, donc il n'y a pas de raison d'aller visiter aujourd'hui Arak, et c'est pour ça que ça pose problème. Alors, il faut le savoir pour nos téléspectateurs, on l'a appris aujourd'hui, le directeur de l'AIEA, Armano, s'est rendu à Téhéran, qu'il a obtenu des autorités iraniennes la visite du site d'Arak, mais pas de la base militaire de Parchin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, c'est quoi cette base militaire de Parchin? Alors, la base militaire de Parchin ou Parchin, selon la façon dont on le prononce, ça pose problème parce que là, en fait, c'est un lieu où on peut effectuer ce qu'on appelle des tirs froids, c'est-à-dire des tirs, en fait, avant de mettre l'arme, et donc qui permet de savoir exactement ce qui se passe. Cette base de Parchin, on la connaît, on sait où elle est, mais ce qu'on a pu constater, c'est que vraisemblablement, il y a eu des tirs, vraisemblablement, puisqu'on n'a jamais pu aller inspecter et voir ce qu'il en est. Et ce que l'on sait, c'est que les Iraniens ont effectivement essayé de cacher quelque chose, puisqu'ils ont déplacé en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de terre, qu'ils ont regoudronné l'endroit, et que lorsqu'ils ont fait cela, ils ont bâché tout cela de telle sorte à ce que les satellites espions ne pouvaient pas voir ce qui se passait. Donc forcément, il y a aujourd'hui des doutes. Il y a l'AIEA qui veut aller visiter, en sachant que dans ce cas-là, il pourrait rester des résidus et qu'on pourrait voir éventuellement ce qui s'est passé à Parchin. Alors là, les autorités iraniennes, pour l'instant, concernant la base militaire de Parchin, voilà, on dit pour le moment non, que ça sera discuté en tout cas ultérieurement avec le directeur de l'AIEA. Et une dernière question qui là aussi pose problème, on sait que l'Iran a enrichi déjà de l'uranium à 20%, il y a 250 tonnes, il me semble, hein, non, moins 220 kg. 220 kg. 220 kg donc de cet uranium à 20%, et reste à savoir ce que vont en faire les autorités iraniennes, si on peut le sortir, c'est ça, cet uranium d'Iran. Alors, l'uranium à 20%, vous avez du nucléaire civil qui est à 3,5 ou 5%, donc ça sert pour tout ce qui est électrique. Le 20%, on a le droit, en fait, ça permet de faire des isotopes médicaux, c'est-à-dire tout ce qui va permettre après de faire des scanners, de voir ce qui se passe. Simplement, effectivement, à partir du moment donné où c'est 20%, vous avez une gradation qui permet ensuite d'aller rapidement sur du militaire. Il y a une demande qui est faite par l'AIEA qui n'est pas plus de 250 kg de 20%. La limite est vraisemblablement respectée par les Iraniens. Vous savez, de toute manière, l'AIEA aujourd'hui, elle a déposé des scellés partout, donc elle est capable de savoir exactement ce qui se passe et exactement quels sont les stocks.
Ardavan Amirasliani, à quoi pourrait ressembler cet accord global? Vous pensez que les autorités iraniennes sont prêtes à céder sur quoi et je vais vous poser aussi l'autre question, quelles seront les concessions qu'elles ne feront jamais? Bien sûr. Si vous voulez, je crois que toute la planète et les Iraniens avec sont d'accord. Il ne faut pas que l'Iran devienne militairement armé d'une arme nucléaire. Ce n'est pas la volonté des Iraniens, ils le disent, ils l'ont déclaré. Aujourd'hui, vous l'avez parfaitement souligné, les contours de l'accord sont là. C'est-à-dire l'engagement de l'Iran de ne pas enrichir au-delà de 5%, transformer l'uranium enrichi déjà à 20%, entre 220 kg, en fuel pour le réacteur civil de recherche de Téhéran, l'engagement de l'Iran de ne pas développer davantage encore ces centrifugeuses, il y en a 20 000, et en tout cas de faire en sorte que la moitié soit mise hors service, et de ne pas poursuivre, si vous voulez, la construction de la centrale à eau lourde d'Arak. C'est ça la confusion, si vous voulez. Tout ça, c'est des thèmes qui vont être traités dans le cadre des accords. Or, la demande française, il y a 2 jours, portant sur la question d'Arak, si vous voulez, était totalement prématurée. Parce que c'était une première occasion de dessiner les contours de l'accord pour que des multiples rencontres futures sur les 6 prochains mois puissent y mettre un terme. Donc là, vous dites qu'en fait, le climat de confiance, en fait, C'était l'objectif. C'était l'objectif, c'était de créer un climat de confiance. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont se retrouver le 20 novembre et que ce climat de confiance ne sera plus là, que ça pose problème? Et surtout, est-ce que ça va affaiblir le président iranien Hassan Rouhani qui va rentrer là à Téhéran? Et les durs du régime vont lui dire, voilà, tu ne peux rien tirer des Occidentaux, tu ne peux pas leur faire confiance. Vous savez, madame, la présence surprise, vous l'avez souligné, de Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, du ministre Fabius, des Anglais, des Américains qui ont annulé un déplacement important en Afrique du Nord pour venir, tout ça traduisait non pas un état de panique, mais l'espoir d'un accord. Eh bien, cet espoir-là a été anéanti. Et puis, c'est vrai que le 20 novembre... Ah, vous dites, vous, cet espoir-là est anéanti? Dans l'immédiat. Le 20 novembre, ce qui va se passer, c'est quoi? Le 20 novembre, c'est une rencontre, non pas au niveau ministériel, mais au niveau technique. Donc, on n'aura pas, si vous voulez, la visibilité qu'on avait il y a 3 jours, dans 10 jours. Et puis, le temps est important. Hier, dimanche, le Premier ministre israélien, mais c'était prévu, il a lancé, si j'ose dire, ses amis aux États-Unis, la Fédération juive américaine, ses amis au Congrès, pour faire en sorte à ce que aucun accord iranien ne puisse intervenir. Ses amis républicains au Congrès, si vous voulez, vont même introduire cette semaine des mesures pour alourdir les sanctions sur l'Iran. Puis ce qui est particulier, il ne faut pas l'oublier, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une occasion unique que l'Iran offre au monde. C'est en 35 ans, c'est la première fois qu'on a un président et un ministre étranger aussi qualifiés, aussi pragmatiques, aussi modérés, qui veulent s'entendre. En 2003-2005, il y a eu une opportunité et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné des 2 côtés. C'est vrai, les torts sont partagés. Mais aujourd'hui, il y a une volonté de faire. Et cette volonté de faire, il ne faut pas rater cette chance. Rouhani Zarif est rentré à Téhéran affaibli, puisqu'il y a chez lui aussi ces membres de l'aile droite du régime qui ne pensent qu'à sortir des arguments pour dire que les Occidentaux et les Américains ne sont pas sérieux dans leur démarche et qu'en fait, ça ne sert à rien de discuter avec eux. Ce sont des irrédentistes. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, sont mieux armés pour affaiblir le pouvoir de négociation de l'équipe iranienne. Nicolas Dungan, on a entendu tout à l'heure Meyer Habib, lui qui est député français mais qui connaît très bien les positions israéliennes, et on les a entendus souvent sur ce plateau, les positions israéliennes qui sont contre le droit au nucléaire à l'Iran, au nucléaire civil. Est-ce que pour les Américains, l'Iran a droit au nucléaire civil? Est-ce que ça c'est quelque chose qui n'est pas discutable? On ne peut pas connaître la réponse, mais de toute façon, ce qu'on peut savoir, c'est que la réponse sera, et c'est ce dont on discutait tout à l'heure, uniforme parmi les Occidentaux. Et je pense que toute la complexité de cette discussion, de ce débat, et les positions exprimées, en effet, par votre invité à Jérusalem, montre qu'il y a énormément encore de facteurs en présence, énormément de points de vue dont il faudra tenir compte, à la fois internationaux, mais aussi au-dedans des pays. Et en effet, il n'est pas erroné d'évoquer les différents points de vue au Congrès américain, parce que cela a beaucoup d'influence sur la position de négociation des États-Unis, ce qui peut changer les choses. Et c'est pour cela que je ne vous dis pas... Je pense qu'il y a une mesure dans laquelle les États-Unis peuvent accepter un Iran qui a déjà signé le traité de non-prolifération
ayant une capacité nucléaire à condition que cette capacité soit acceptée à la fois par le Congrès aux États-Unis et par les alliés. Mais en même temps, je suis absolument d'accord qu'il s'agit d'une opportunité historique. Je pense qu'il y a un autre aspect aussi à tenir en compte, et c'est la puissance acquise par l'Iran. Donc on voit un Iran un peu affaibli par les sanctions, un leadership iranien qui est prêt à traiter pour la première fois depuis très longtemps d'une façon plus ouverte, mais aussi un Iran qui soutient la Syrie, qui survole l'Irak et qui devient un acteur plus que régional, un acteur clé au niveau international pour résoudre les problèmes du Moyen-Orient. Et il n'est pas du tout erroné de dire que Barack Obama veut mériter son prix Nobel de la paix et que John Kerry voudrait faire ce que tous les secrétaires d'État depuis Henry Kissinger veulent faire, c'est-à-dire avoir le crédit d'avoir résolu les problèmes du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, l'Iran est devenu un pays indispensable dans ce processus, alors que pendant toute une génération, il pouvait en être écarté. Meyer Habib, est-ce que vous partagez l'avis de Ardavan Amiraslanı? Les espoirs sont anéantis après l'échec de ce week-end? Mais je suis désolé, mais c'est quelle naïveté, mais c'est exactement l'inverse. Les sanctions sont en train de payer. On est tout près d'arriver à une solution pacifique. Il faut tenir encore un tout petit peu. Je vous rappelle qu'en 2005, tout le monde pensait avoir trouvé un accord avec la Corée du Nord. Un an après, la Corée du Nord avait une bombe nucléaire. Moi, je suis surpris souvent de la passion des Iraniens qui sont quasiment à genoux, dont l'économie est ravagée pour les isotopes médicaux. Qui va nous faire croire que c'est les isotopes médicaux qui font qu'un pays, malgré toutes les sanctions, veut continuer à avoir du nucléaire? Ils veulent avoir l'arme nucléaire pour avoir du nucléaire militaire. Il faut arrêter un peu d'avoir de la naïveté. Et s'ils veulent avoir du nucléaire civil à 3,5%, le monde entier leur donnera. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Mais aujourd'hui, avec un régime de Mollah, avec un régime islamique qui pratique la charia, le monde est obligé de prendre des garanties. Ce sont des gens qui ont massacré, qui ont tué, qui pratiquent. Ce ne sont pas des gens qui ont les mêmes... le 11 septembre, vous allez me dire, je mélange tout, mais c'est les mêmes théories invraisemblables d'islam fondamentaliste. Et ce n'est pas parce qu'on a un sourire qui est plus nouveau, c'est vrai, que la mine pathétique de Ahmadinejad, qu'on doit applaudir et en dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Hélas, le monde est bien plus compliqué que cela. Donc si jamais vraiment les Iraniens sont sérieux, ils veulent du nucléaire civil, le monde leur donnera du nucléaire civil, enrichi à 3,5%. Les experts ont montré, y compris sur votre plateau, que quand on a du 20%, en quelques semaines, on peut penser à 90%. Est-ce qu'on peut prendre le risque? Si l'Europe... D'ailleurs, entre parenthèses, la position de la France est très digne, parce que c'est la même position que prenaient Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, et dans la continuité, c'est la position aujourd'hui que prennent François Hollande et Laurent Fabius, et c'est plutôt rassurant. Alors moi j'ai beaucoup de divergences par rapport à la politique économique et la polémique de croissance menée par le gouvernement actuel, mais sur ces questions, il y a une continuité de la politique française, on peut que saluer, c'est justement, et je me répète encore une fois, pour éviter une guerre demain, il faut pas trop de naïveté. Ardavan Amiraslanı, vous vouliez réagir ensuite, Armel Charrier. Le discours que l'on vient d'entendre, si vous voulez, est tellement biaisé, tellement rempli d'erreurs factuelles et tellement marqué par un flux artistique que franchement, je ne sais pas quoi dire. Mais il faut arrêter, je pense, une fois pour toutes, avec le parti de la peur. Ça ne sert à rien de jeter des expressions qui font peur aux Français à la coalition francophone internationale, parler de charia, parler des salafistes du Mali, parler des uns et des autres en disant que ça n'a pas de sens. Je vous ai écouté, et la courtoisie me s'est terminée. Et en fait, si vous voulez, ça ne sert à rien tout ça, parce que personne n'est dupe aujourd'hui. L'Iran aujourd'hui est un État important. L'Iran aujourd'hui a tendu la main à l'Occident.
Et la position que véhicule l'Iran aujourd'hui est une position qui est aujourd'hui unanimement partagée par la planète entière, exception faite d'Israël. C'est vrai, par contre, il faut le rappeler aussi, qu'Israël n'est pas signataire du traité international de non-prolifération. Israël est probablement la seule puissance nucléairement armée avec plusieurs centaines d'ogives nucléaires dans la région, qui est en état de guerre avec tout le monde. D'ailleurs, on parle de la Syrie. Israël n'est même pas signataire du traité international sur les armes chimiques. Donc je ne pense pas qu'on puisse donner des leçons quand on est soi-même, si j'ose dire, dans une situation défaillante. Aujourd'hui, en tout cas, le discours, si vous voulez, excessif à part, il y a une opportunité, il faut le saisir. Parce que quand on se lance dans des discours pareils, si vous voulez, on va aboutir à quoi? À casser les négociations. Et que va faire l'Iran à ce moment-là? L'Iran va continuer à développer l'arme nucléaire, continuer à développer l'industrie nucléaire, continuer de se doter de tout ce qu'il faut pour atteindre le seuil du nucléaire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? La seule solution serait des frappes militaires. Et même ça, les Américains sont d'accord. Ça ne sert à rien puisque ça n'arrêtera pas les Iraniens. Au contraire, ça les mettra sur la route de l'arme nucléaire. Kerry a dit il faut arrêter avec le parti de la peur qui malheureusement est parfaitement véhiculé par le discours regrettable que l'on vient d'entendre. Armel Charrier, on a parlé tout à l'heure des concessions qui pourraient être faites par les Iraniens. Du côté des Occidentaux, on sait que les sanctions pèsent énormément sur l'économie iranienne. On va regarder quelques chiffres. On va voir donc que l'inflation a augmenté de 39%, que la monnaie iranienne, le rial, s'est effondrée et qu'aujourd'hui, évidemment, ces sanctions pèsent sur l'économie iranienne. Absolument, c'est quelque chose qui est très très flagrant. C'est vrai que l'idée, quand on écoute un débat pareil, c'est qu'on entend bien que c'est passionné et on entend bien que le problème du nucléaire, par exemple, est un problème extrêmement technique. Alors, est-ce qu'il faut enlever ceci, est-ce qu'il faut rajouter cela, etc. La vraie question, c'est qu'en fait, c'est un débat qui est extrêmement politique. Est-ce que l'Iran est effectivement là en train d'offrir une fenêtre pour dire qu'on rentre dans le jeu international et pour pouvoir effectivement aller contrecarrer, dans ces cas-là, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe? Et c'est ça la vraie question. Et la vraie question, c'est que quand on met les pieds en Iran, qu'est-ce qu'on constate dans ce pays? D'abord, c'est un pays immense, c'est quand même un pays qui fait 3 fois la France, c'est un pays qui a des infrastructures, c'est un pays qui a un besoin économique extraordinaire et qui a une population qui est en attente de changement. Quand on arrive en Iran, la première chose, on vient vous voir parce que vous êtes occidental et on vous demande, on vous remercie d'être là et on vous demande ce que vous pouvez apporter. Et c'est vrai, la question, elle est là. Est-ce que le régime des mollahs, aujourd'hui, offre une ouverture parce qu'il sait que la seule manière qu'il a aujourd'hui de tenir, c'est en fait d'aider sa population en levant une partie des sanctions économiques? Et je crois qu'il faut être très, très lucide par rapport à ça. D'une part, l'Iran est basé géographiquement entre l'Afghanistan d'un côté et l'Irak de l'autre. Donc ils savent exactement ce que c'est qu'une guerre avec une coalition internationale qui arrive. Ils ont accueilli un flot de réfugiés incessant, donc ils savent ce que ça veut dire. Et les régimes de mollahs réfléchissent comment l'éviter. Après, on ne sait pas si effectivement c'est biaisé ou ça ne l'est pas, mais c'est une réflexion. Il y a une population qui attend aujourd'hui de bouger. Et puis, attendez, quand on parle de front commun des Occidentaux, il ne faut pas se voiler la face. La levée des sanctions économiques, c'est un marché juteux, énorme. Et là-dessus, les Français, les Anglais et les Américains ne sont plus amis du tout. Et la pression des businessmen américains aujourd'hui est telle, parce qu'ils veulent effectivement faire ouvrir cela. Il y a d'ailleurs des ententes qui sont passées discrètement dans les pays du Golfe pour que s'il y a une levée des sanctions économiques, les contrats puissent aller très rapidement. Il y a un marché énorme et c'est vrai qu'on voit bien, j'étais à une conférence il y a quelques jours où il y avait plein de personnes du milieu du MEDEF qui étaient là parce qu'ils voulaient savoir comment est-ce qu'on pouvait intervenir dans ce marché iranien. Donc on voit bien qu'il y a... Le marché automobile français aussi, qui est très présent en Iran. Deux mots si vous me permettez, madame. Renault a encaissé des pertes de 500 millions d'euros lors de son dernier exercice fiscal. Tout ça parce que Renault n'a pas été capable de rapatrier ses bénéfices d'Iran du fait de ces mêmes sanctions. Peugeot risque de laisser la place à General Motors. On parle des contrats avec les pays arabes du Golfe Persique, mais il n'en est pas moins que l'Iran, ça sera le plus grand rageux au système économique international depuis la réintégration des pays du bloc de l'Est, tellement l'enjeu économique est important. Nicolas Dungan, on a parlé avec Armel Charrier des sanctions, mais pour les lever, ces sanctions, il va falloir un vote au Congrès américain, et ça, c'est pas gagné du tout. C'est justement, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de points de vue, non seulement parmi les différents pays, mais aussi au sein des différents pays. Et en effet, on dit que John Kerry, ayant fait pas mal de déplacements internationaux, va maintenant devoir rester à Washington pour convaincre ses anciens collègues, notamment au Sénat, parce que c'est le Sénat aux États-Unis, et non pas la Chambre des représentants, mais le Sénat seul qui ratifie les traités,
qu'il devra convaincre ses anciens collègues au Sénat du bien fondé des positions de négociation et de la possibilité de lever des sanctions. On a vu que le sénateur John McCain a tweeté en français dans le texte oui. « Vive la France !» parce que la France avait adopté, d'après lui, une position plus dure dans les négociations. On ne peut pas contester le fait que la position française ou la position exprimée tout à l'heure par Laurent Fabius soit tout à fait justifiée. Donc, lever des sanctions, il faudra que cela fasse partie de quelque chose de global qui fasse sens dans son ensemble, aussi bien que dans les détails. Et j'insiste là sur le point que d'autres invités ont souligné, à savoir qu'il faut réintégrer l'Iran dans le système international, que ce soit économique, politique, voire militaire, par le fait de pouvoir vérifier la non-prolifération. Et pour cela, il faut arrêter la confrontation et donner un peu de chance à la diplomatie. Et comme Kerry l'a dit lui-même, la diplomatie, cela prend du temps. Voilà, et il se retrouve. Je pense qu'il va plaider la patience. Voilà, et de toute façon, les directeurs politiques se retrouveront donc le 20 novembre, sans doute en Suisse. En tout cas, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Meyer Habib, d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. Merci beaucoup à Ardavan Amir Aslani d'avoir été avec nous, à Armel Charrier et à Nicolas Dungan qui, lui, était avec nous en direct de New York. On rejoint tout de suite Natacha Vetsinich. Natacha, on a beaucoup commenté sur les réseaux sociaux la position française, la position donc de Laurent Fabius de ce week-end. Oui, commenté, Vanessa, est très critiqué en général, d'une manière générale. Et les critiques viennent d'abord d'Iran, comme on peut voir là sur ce tweet qui a été tweeté par le bureau du guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, qui a tweeté cela un dimanche en anglais, que l'on peut traduire ainsi. Les autorités françaises ont été ouvertement hostiles à la nation iranienne ces dernières années. C'est une attitude imprudente et inepte. Et puis, quelques minutes après, un deuxième tweet, toujours de ce Khamenei.ir sur Twitter. Un homme sage, spécialement un politique sage, ne devrait jamais avoir la motivation de se faire ennemi d'une entité neutre. Alors, vous l'avez deviné, Vanessa, un homme sage, c'est bien sûr Laurent Fabius, qui est critiqué, qui est visé ici, le ministre français des Affaires étrangères, dont le compte Facebook a été très visité aujourd'hui. Je vous propose de le regarder. Voilà, alors ce matin, Laurent Fabius était invité sur Europe 1 et donc cette interview a été publiée sur son compte Facebook et cela a entraîné un déferlement de commentaires, 262 commentaires là, à l'heure actuelle, et on remarque qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui ont commenté ce post de Laurent Fabius et beaucoup se disent très en colère contre le ministre iranien des Affaires étrangères. On peut lire « I hate Laurent Fabius »,« Je déteste Laurent Fabius », et puis il le compare à Benyamin Netanyahou, Laurent Fabius égale Benyamin Netanyahou. Donc beaucoup de critiques envers le ministre français des Affaires étrangères. Alors dans la presse iranienne, vous imaginez les commentaires. Regardons par exemple le titre du Tehran Times, le titre de l'édito « La France a ruiné son image à Genève ». Voilà, ça résume bien le contenu de cet édito de Tehran Times. Et puis l'agence Fars News, donc l'agence qui est très proche du pouvoir iranien, qui publie donc un article qui s'intéresse aux hommes d'affaires et aux industriels iraniens qui, selon l'agence Fars News, ne vont plus considérer la France comme un bon partenaire économique. Vous en parliez dans le débat. Tout le monde est d'accord pour dire que ça va vraiment changer les relations économiques entre les deux pays. Alors quand même, une critique positive dans cet océan de reproches, et d'ailleurs un de vos invités en parlait, elle vient donc d'un Américain, un sénateur républicain bien connu puisqu'il s'agit de John McCain, ancien candidat à la présidence américaine, et qui tweet cela, vous l'avez montré il y a quelques instants. Voilà, la France a eu le courage d'empêcher un mauvais accord nucléaire avec l'Iran, vive la France. Voilà pour les encouragements, mais vous l'aurez compris, aujourd'hui ce que l'on dit c'est plutôt, on critique vivement la position de la France lors de cette réunion à Genève.
Merci beaucoup Natacha. On voulait parler évidemment parce que c'est l'autre très très grosse actualité de cette journée, c'est le typhon Haiyan qui aurait fait selon l'ONU 10 000 morts et 800 000 sans-abri. Vous allez en reparler Natacha dans votre chronique un peu plus tard, en tout cas 20h45 heure de Paris. 20h45 heure de Paris. Merci d'être venu sur le plateau du débat. Merci à vous d'y avoir participé et à vous de l'avoir suivi. Tout de suite le journal, on vous retrouve demain à 19h10 pour une nouvelle émission. Très belle soirée, à demain.